Oui, Jean-Christophe Poussin, Jean-François Vallès et Jean-Luc Herman, merci messieurs de vous joindre à nous. Entre 25 et 32 000 en France pour les collectivités, les zones d'activité économique apparaissent souvent comme une des clés du développement économique des territoires. Elles couvriraient près de 500 000 hectares à travers le pays. Est-ce suffisant ou faut-il enrayer leur développement? Comment les concevoir dans un contexte de limitation de l'artificialisation des sols? C'est ce que nous allons voir maintenant avec Jean-Christophe Poussin en bout de scène, qui est chargé d'études, spécialiste du foncier économique à la direction des études de l'EPF Bretagne. C'est un EPF d'État, avec au centre Jean-François Vallès, directeur associé du cabinet Synopter, un cabinet de conseil aux collectivités, cabinet qui fait de la stratégie, de la définition et de la requalification de zones industrielles. Et vous venez d'ailleurs de publier une série de fiches sur l'optimisation des zones d'activité. Et enfin, Jean-Luc Herman, qui est un professionnel de l'immobilier d'entreprise, directeur associé d'Arthur Lloyd Oise. Arthur Lloyd, c'est le numéro 1 français de l'immobilier d'entreprise en région. Un mot justement, Jean-Luc Herman, si vous le voulez bien, sur l'état du marché des zones d'activité économique aujourd'hui. Quelle est la dynamique de ce marché? Quelle est l'offre? Quelle est la demande? Alors, jusqu'à présent, nous avons parlé essentiellement de grandes surfaces. Nous sommes un acteur de l'immobilier d'entreprise et on accompagne des entrepreneurs. Et 80% de nos transactions sont liées à des petites surfaces. Il faut savoir que toutes les zones d'activité que nous avons dans l'Oise ne sont pas pleines et que nous réalisons pour la plupart de nos transactions des réhabilitations d'anciens sites industriels, voire de modularité, comme il a été dit tout à l'heure, d'espaces et de cellules commerciales. Alors dans cet environnement, on s'aperçoit qu'on ne développe que très peu des activités sur des territoires qui ne sont pas liés à ça. Qu'est-ce qu'ils cherchent, vos clients? Est-ce qu'ils vous demandent des locaux parfaitement rationnels, récemment construits à la périphérie des villes, avec des parkings, etc. Ou est-ce que l'idée de travailler dans les centres est recevable pour eux? Alors, comme il a été très bien dit tout à l'heure par Madame Poupineau, là, on est quand même dans un département où on voit vraiment ce V qui représente les trois grandes agglomérations, avec des petits débords forcément sur Méru et puis Plessis-Belleville et Crépy-en-Valois. Mais on arrive aujourd'hui à avoir des clients qui sont en phase totalement avec ce qui s'y passe. Parce que nous avons la chance d'avoir des infrastructures qui sont dynamiques, intéressantes. Nous avons des bassins d'emploi qui sont riches. Et nous avons des centres de formation dans ces trois grosses agglomérations. Agglomérations qui, aujourd'hui, sont encore capables d'accueillir pas mal de clients. Tout à l'heure, je parlais de la demande exprimée. La demande exprimée, aujourd'hui, en activité, c'est entre 500 et 1500 mètres carrés. C'est 80 à 100 transactions par an qui sont faites dans l'Oise. Dans ces volumes, seulement 20% sont à l'acquisition. Le reste, c'est de la location. Donc ça veut dire qu'on fait quand même pas mal tourner les locaux d'activité que nous avons en stock. Alors, on a effectivement des demandes, parce qu'on est un territoire nord de Paris. On a des demandes de l'extérieur, donc des exogènes, qui voudraient s'implanter sur l'Oise, parce qu'on n'a pas la taxe du Grand Paris. Et puis, on s'aperçoit que nos infrastructures sont magiques. Les autoroutes, le Grand Canal, les voies ferrées. Maintenant, on n'a pas de foncier disponible pour accueillir ces grandes demandes. Quelqu'un disait autour de la table précédente tout à l'heure, je vous pose la question à tous d'ailleurs, que
une des mesures à prendre pour limiter l'artificialisation, c'était déjà de mobiliser le foncier disponible. Encore faut-il le connaître, le connaît-on? A-t-on un inventaire suffisamment précis de l'état des stocks et que le stock soit positif, qu'on ait de la réserve? Quelle est la situation en la matière, messieurs? Jean-Christophe Poussin. Alors, Oui, ça fonctionne. Ouais. Donc, pour répondre à cette question, on peut repartir du cas breton, puisque le but de cette présentation, c'est aussi peut-être d'élargir la réflexion au-delà des frontières de l'Oise. Bien sûr. Et c'est un cas intéressant, si vous permettez, parce que pour le coup, il y a une industrie agroalimentaire, notamment un tissu industriel en tout cas. Tout à fait. Et donc, alors, sur la question des gisements, qui nous intéresse particulièrement, donc la Bretagne... c'est une région qu'on a vu tout à l'heure apparaître sur la cartographie autour de l'artificialisation des sols, plutôt en rouge foncé, c'est-à-dire qu'on a une dynamique de consommation d'espèces qui est assez importante. Et donc de fait, les entreprises, les zones d'activité économique, elles participent nécessairement à cette dynamique. Et pour autant, jusqu'à une période assez récente, il était assez difficile d'avoir une idée très précise justement de la situation des zones d'activité à l'échelle régionale. Et dans ce contexte-là, la création récente d'un observatoire régional du foncier a permis justement d'éclairer davantage les mécanismes à l'œuvre. Et une des premières études qui a été menée dans ce contexte a notamment porté sur les zones d'activité économique. Et donc elle a mis en évidence 1600 zones présentes sur le territoire régional, ce qui peut comme ça paraître une donnée, compliquée à analyser, mais ce qui est intéressant, c'est quand on la croise avec le nombre de communes sur le territoire régional, on constate finalement qu'elles sont plus nombreuses, ces zones, que les communes bretonnes, puisqu'il existe 1230 communes en Bretagne, et donc 1600 zones. Donc ça peut quand même interroger l'organisation de cette situation, des zones d'activité sur le territoire. Sont-elles toutes des zones à développer? Sont-elles toutes pertinentes d'un point de vue économique? Elles sont toutes pleines ou pas? Alors, elles ne sont pas toutes pleines. Dans ces zones, on a 10% des surfaces qui sont immédiatement commercialisables. Donc ça reste des réserves foncières qui sont mobilisables assez facilement. C'est du foncier aménagé qui reste à commercialiser. Par contre, ce qui est plus intéressant de regarder quand on jette un regard un peu plus précis sur ces zones, c'est de voir que ces zones sont très peu denses. Ça a été évoqué tout à l'heure. On a un certain nombre de gisements dans ces zones qui existent, avec des entreprises qui se sont implantées au-delà de leurs besoins fonciers réels. Donc elles n'ont pas hésité à acheter davantage de foncier que ce qu'elles avaient besoin pour leur activité, dans une logique d'anticipation de leur croissance. C'est ça, de réserves foncières. Et aujourd'hui, ces réserves ne sont pas mobilisées. Et donc il y a un vrai sujet autour de l'optimisation de ces espaces, avec un vrai sujet aussi en matière d'ingénierie, d'accompagnement méthodologique sur cette question, puisque on voit bien qu'on part quand même de loin. Il y a assez peu de travaux menés à des échelles adaptées pour justement faire prendre conscience aux élus et aux territoires de ces disponibilités. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a eu une forme de surproduction de mètres carrés ou d'hectares, en l'occurrence, à vocation d'activité dans votre région? Je pense que les chiffres, en tout cas, laisseraient penser cela, puisque c'est vrai que ce qu'il faut bien avoir aussi à l'esprit, c'est que le modèle économique de la zone d'activité, il incite finalement à la consommation d'espèces, puisque on l'a évoqué tout à l'heure, il y a des mécanismes d'attractivité qui sont organisés par les territoires pour justement attirer des entreprises, avec le plus souvent des niveaux de prix de vente des terrains en deçà du prix de revient, donc dans une logique d'attractivité du territoire. Et donc tout ça participe à cette dynamique de consommation foncière, puisque le foncier étant largement bon marché, pourquoi ne pas consommer davantage que ce dont on a réellement besoin? Jean-François Vallès, sur ce mécanisme de surproduction de zones d'activité, et puis votre diagnostic, vous, sur la possibilité de mobiliser des réserves existantes. Alors, sur la question du foncier disponible, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a, mais le problème, c'est qu'il n'est pas attractif. Si vous voulez du foncier, il y en a dans beaucoup de territoires qui sont peu attractifs, ou sur des communes.
Parce qu'on aurait pu parapher un peu, c'est pas le foncier carburant du développement économique, c'est la zone d'activité carburant du développement économique, alors même que mon voisin vient de le dire, aujourd'hui la demande des entreprises a beaucoup évolué, on est sur du locatif, de la petite surface. Ce qui s'est passé, c'est qu'on fait des zones d'activité depuis le début de la troisième révolution industrielle, on est dans les années 50, on a bien plus de 32 000 zones d'activité en France, on n'a pas de chiffre arrêté, mais nous on pense qu'on est au-dessus de ça, on a quasiment au moins une zone d'activité par commune. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a une problématique culturelle qui va se retrouver aussi sur la question de l'optimisation, qui est de se dire, tout compte fait, si je veux faire du développement économique, je dois avoir du foncier disponible et je dois le commercialiser. Or, ce qu'on s'aperçoit quand on regarde les statistiques au niveau économique, c'est que le monde de l'entreprise a évolué. Il y a moins d'employés, les unités de production sont moins importantes. On rentre aujourd'hui sur la 4e révolution productive, la production additive qui consomme beaucoup moins de foncier, qui consomme moins de surface. On est sur le flux tendu qui consomme moins de surface aussi. Donc on est dans une logique où il y a eu une évolution. Et ce qui n'a pas évolué, c'est la zone d'activité. Si vous comparez une zone d'activité des années 60, 70 avec une zone d'activité moderne, il s'est passé 2 phénomènes. Le premier, c'est qu'on y a ajouté des ronds-points. Donc ça, c'est devenu à la mode. Et le deuxième, c'est qu'on a dédensifié la zone d'activité. En fait, on a eu des règles dans les PLU, entre autres, les marges de recul, la forme qui s'est développée. On a développé des formes carrées, très peu de rectangles en fait sur les zones d'activité. On a mis au milieu cette fameuse boîte à chaussures et puis on est parti comme ça. On est parti comme ça parce que on a aussi évolué sur la façon de produire de la zone d'activité. On a promis aux élus des gains de productivité, des réductions de coûts s'ils faisaient des grandes zones d'activité. Donc on a sorti du 30, 40, 50 hectares. Mais ça pèse sur les finances publiques. Donc il a fallu commercialiser et on est beaucoup moins regardant sur la commercialisation. Alors si on prend ça, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a aussi oublié, et c'était amené dans la table ronde précédente, c'est la question du temps. Une zone d'activité, pour la commercialiser, c'est peut-être 15 ans. Et peut-être qu'il faut avoir de la réserve foncière parce que demain, il y aura un développement économique. Les zones d'activité, on les pense dans l'urgence, alors qu'il faut bien se dire qu'une zone d'activité, une fois qu'on en a construit une, eh ben, elle reste là. La plupart des zones d'activité ont 50, 60 ans. Alors, on a ce phénomène-là qui était l'urgence de commercialiser. C'est bien aussi au niveau électoral. Il y a eu aussi la question culturelle, de se dire est-ce qu'on peut faire autrement. Donc là, il y a toutes les évolutions qui se font aujourd'hui. Et si on regarde le gisement existant, alors on parlait de la faible densité, on a fait quelques études sur les zones. Grosso modo, une zone d'activité classique française, c'est 20% de bâti. 20 à 30% de surface bâtie. Si vous comparez avec la Hollande, qui est un pays qui est vraiment contraint, ou certaines zones de la région parisienne, on arrive à 40 à 50 voire 60% bâti. Donc on peut avoir des comparaisons, c'est pas qu'une question réglementaire, c'est une question, parce que la Hollande a la même réglementation que nous, en particulier sur les ICPE, c'est la façon de l'appréhender qui est plus la même. On a eu une évolution aussi, donc on a ce stock qui existe, qui est une vraie problématique pour les collectivités locales, parce que je vous rappelle quand même à destination des élus, la fiscalité est basée sur le bâti. Donc quand on dit d'un côté, on a un problème de financement des actions et qu'on fait des zones d'activité à 20% de bâti, parce qu'on a des règles d'urbanisme qui se répètent d'une commune à l'autre sans vraiment les réfléchir, les marges de recul, mettre le bâtiment au milieu plutôt que le mettre sur le côté, les réserves foncières pour demain mais qui se font jamais en fait. Demain, ok, alors ce que vous nous dites, c'est qu'il y a de la marge sur les zones d'activité existantes et qu'on peut densifier, en tout cas de manière théorique, c'est possible. Est-ce que c'est possible de manière pratique et si oui, comment faut-il faire ? Il y a plusieurs façons. La première question à se poser, et qui n'a jamais été abordée pour l'instant, c'est la question de l'attractivité de la zone. Les zones d'activité, pour parapher une étudiante qui faisait une étude dernièrement sur les zones d'activité, elle disait les zones existantes, elles sont tristes. On a une problématique d'attractivité de la zone. Si on veut faire des zones denses, il faut y apporter une valeur ajoutée. Le problème de la valeur ajoutée d'une zone d'activité, c'est pas le foncier, c'est les services. Services aux employés. Aujourd'hui, il y a un problème de recrutement. Il y a 0 service pour les employés sur les zones d'activité en termes de restauration, en termes de loisirs, en termes de qualité de vie. Services aux entreprises, en termes de stockage, en termes de sécurité. Il y a beaucoup de zones industrielles allemandes. La logistique, elle est de proximité, elle est mutualisée. Donc il y a cette réflexion-là à avoir. Déjà, de comment est-ce qu'on rehausse l'attractivité de la zone pour donner envie aux investisseurs d'y revenir.
Deuxième point, ce qu'on voit, ce que nous on a vu dans le cadre du guide que vous mentionnez, on a cherché des pistes, on est plus dans une logique, on n'a pas des grandes parcelles disponibles. Le grand élément de 1000 m² bien positionné n'existe pas sur la zone d'activité existante. Par contre, si on regarde et qu'on commence à accumuler les fonds de parcelles, c'est souvent là qu'il y a de la réserve foncière, et qu'on s'inscrit dans une logique de remembrement foncier à l'échelle d'une zone d'activité, là il y a du gisement. Donc ça pose la question du rôle du gestionnaire, donc de l'intercommunalité, des EPF, et on va avoir un autre phénomène aussi qui existe, et ça c'est une bombe à retardement, c'est le vieillissement des bâtis industriels sur les zones d'activité existantes. Pas la friche on l'a déjà identifié. Vieillissement du bâti, si vous permettez, vieillissement des propriétaires aussi, parce que la plupart du temps, c'est des SCI familiales qui détiennent ça. Tout à fait, on a un vrai problème. On pourra revenir sur cette question-là, c'est est-ce qu'il faut vendre le foncier économique ? Grand débat. Il y a des personnes de la Corse qui sont présentes à ce qui paraît dans la salle, donc ça c'est un sujet connu. On pourra revenir sur les travaux de l'EPF de Savoie par exemple, qui aujourd'hui sort de cette logique-là. On parlait de la Suisse, on n'est pas obligatoirement propriétaire en Suisse. Mais c'est vrai qu'on a la problématique de la stratégie immobilière des propriétaires, qui sont souvent des SCI familiales, qui ne savent pas trop quoi faire de leurs biens. Quand on parle de valorisation patrimoniale et qu'on regarde des biens qui ont 30, 40 ans, alors que tous les professionnels, je me tournerai vers vous, mais on dit grosso modo un bâtiment industriel, quand il commence à dépasser 25-30 ans, c'est un peu problématique. Donc on a ce gisement qui existe dans la plupart des zones qu'on a étudiées des années 50, 60, 45 à 60% de l'emprise bâtie avait plus de 40 ans. Donc là, on arrive à un vrai souci, c'est comment est-ce qu'on fait la reconquête de ce bâti pour éventuellement le déconstruire, ou le réutiliser, ou le moderniser, mais c'est souvent de le déconstruire pour faire aussi de nouvelles formes. L'entreprise a évolué, donc faire évoluer un vieux local d'activité en pépinière d'entreprise, en hôtel d'entreprise, en village d'artisans, en bâtiment avec de la verticalité. Et là, on retrouve pleinement le rôle des EPF aujourd'hui pour soutenir les EPCI dans cette démarche qui coûte de l'argent. Mais les EPF, si vous permettez, ils ont affaire à des propriétaires qui ont peut-être aussi imaginé que ce foncier-là et les immeubles qui vont dessus constitueraient leur retraite, et vous êtes en train de dire que ça vaut que dalle, ou en tout cas pas lourd. Tout est relatif. Le problème, c'est que ça vaut pas lourd comparé à la production de foncier. C'est-à-dire que si vous avez à moins de 5 km ou 10 km une belle zone d'activité qui est sortie à 30-40 euros le mètre carré, il vaut rien. Si vous êtes sur une zone d'activité qui est en train de paupériser, il vaut strictement rien. Le seul moment où il vaut quelque chose, et c'est le mythe qu'a beaucoup de propriétaires, c'est la mutation. La fameuse mutation en zone d'habitat. Alors on l'a fait sur certains sites, mais sur la zone d'activité, c'est plutôt un piège. Nous, ce qu'on voit quand on travaille avec des chefs d'entreprise, c'est qu'ils sont comme vous. La logique de la stratégie immobilière, très bon chef d'entreprise, ça, il n'y a aucun souci. Ça, ils savent faire tourner leur cœur de métier. Avoir une stratégie, une vision claire de ce qu'ils peuvent faire, patrimoniale de leur bâti, ça, c'est un autre débat. Donc il y a aussi un travail à faire auprès d'eux qui est d'information, de sensibilisation. Moi, je rencontre beaucoup plus de chefs d'entreprise qui sont un peu embêtés quand on est dans une relation de confiance, qui me disent « je vais transmettre ce vieux bâti à mes enfants ». Et ça, c'est une vraie problématique. Donc il y a un vrai travail de fond à faire, d'accompagnement, mais aussi d'envoyer un message clair, de dire peut-être que vous pouvez le faire, cette mutation, que demain on va réinvestir la zone existante pour la rendre de nouveau attractive et faire revenir des investisseurs, et puis d'avoir une vision claire de dire la zone, elle ne sera jamais une zone d'habitat, elle sera toujours une zone d'activité, donc ne rêvez pas, vous n'allez pas faire la plus-value extraordinaire. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, de faire une stratégie patrimoniale sur l'immobilier d'entreprise, c'était peut-être valable il y a quelques années sur les vieilles friches industrielles en cœur de ville, les vieux bâtiments en cœur de ville. Enfin bon, aujourd'hui, on connaît tous ces bâtiments qui font du mitage au sein des zones et qui ne partiront pas, quoi. Enfin là, je me tourne vers vous. Mais Jean-Luc Herman, votre réaction Je n'ai pas grand-chose à rajouter, je suis totalement en phase avec vous. Le sujet aujourd'hui que nous travaillons avec les collectivités locales avec qui nous sommes très proches, c'est de tenter de créer un observatoire de l'immobilier d'entreprise, pas forcément du foncier, mais des mètres carrés construits, dans lequel on va pouvoir faire une différenciation entre l'offre neuve, l'offre de seconde main, qu'on peut encore segmenter, et puis l'offre obsolète. Parce qu'on s'aperçoit, et nous faisons ça tous les jours, on s'aperçoit que certaines zones industrielles, alors je prends l'exemple de Senlis, où j'ai beaucoup œuvré là-bas, j'ai pratiquement fait un turnover de chaque entreprise
en 10 ans de temps. Donc ça veut dire qu'on a changé de main par contre, on a beaucoup changé de main. L'aspect patrimonial est quand même relativement court, je trouve, dans les zones industrielles par rapport aux zones commerciales. Donc ils ne sont pas trop dans une logique de spéculation, ou c'est plus une logique d'amortissement de leur outil de production, et puis une fois que c'est amorti, ils le vendent à d'autres. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on leur propose très peu d'alternatives. Il y a une vraie question culturelle là-dessus, sur ce sujet-là. Aujourd'hui, quand on regarde les demandes, et je vous rejoins, c'est des petites surfaces, éventuellement en locatif. Le monde a changé. On a un modèle économique qui date, mais pardon, en face... je vous interromps. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, face à cet objectif d'ailleurs de zéro artificialisation nette, la zone d'activité, idéal, c'est pas le mot, mais enfin, en tout cas celle que vous recommandez, eu égard à l'état du marché, eu égard aux attentes des collaborateurs de ces entreprises? Alors, je pense déjà qu'il faut quitter le terme générique de la zone d'activité. Depuis tout à l'heure, on parle de la zone d'activité et de l'entreprise. 3 millions d'activités à peu près en France, donc 3 millions de cas particuliers, 32 000 zones d'activité. Enfin, il y a la petite zone de proximité en milieu rural qui va maintenir 3-4 artisans. Le mastodonte industriel, bon, on parle de rond aujourd'hui avec du Céveso implanté dessus. La zone d'équilibre un peu mixte en termes d'activité, donc il y a un certain nombre d'éléments. Je pense que c'est la zone... Alors, si on regarde sous l'usage du foncier, c'est indéniablement une zone qui travaille sur des intensités d'usage. C'est cette question-là qui est derrière. On a des zones d'activité qui fonctionnent bien, c'est des zones d'activité où il y a des services, où il y a du lien entre les chefs d'entreprise, il y a des associations qui fonctionnent, il y a du bâti qui est présent, où il y a une mixité de l'offre. Je pense qu'il y a cette question de la mixité qui est très importante. Qu'est-ce que ça veut dire, mixité? Ça veut dire de l'industrie et des services, ou c'est de l'habitat et de la production service? Alors la question de l'habitat, on la retrouve beaucoup sur les zones d'activité. On veut remettre de l'habitat. Moi, j'aurais tendance à dire laissons les zones industrielles ce qu'elles étaient au début, c'est-à-dire sortir les industries polluantes, générant des nuisances des centres-villes. Il fallait le faire dans la troisième révolution industrielle. Aujourd'hui, quand je vois des opticiens, des bouchers, des boulangeries industrielles sur les zones d'activité, je me dis ça ne marche pas. Il faut remettre de l'habitat dans la ville, il faut ramener l'activité économique au sens large. Alors, il y a plein d'autres activités économiques qu'on peut ramener plus simples, de l'artisanat, on peut ramener même des TPE aujourd'hui. Enfin, si vous faites de l'impression 3D, vous pouvez être en plein centre-ville. L'entreprise de demain, c'est du col blanc, c'est fini le col bleu. La logistique, on en parlait, c'est encore de moins en moins d'emplois. Donc, ce qu'on peut ramener, on peut ramener des choses. Tout de même, la logistique, on la ramène parce que c'est la logistique de proximité. Donc, c'est surtout une zone d'activité qui crée un écosystème qui fonctionne, qui est dynamique, et pas un territoire qui est un peu atone, parce qu'en fait, ce qu'on voit sur les zones, c'est qu'on oublie un peu de les faire vivre. Au niveau de l'offre, je pense qu'il y a de la mixité à créer, parce qu'il faut être dans une logique de parcours d'entreprise. Tout comme on l'a au niveau de l'habitant, il faut remettre la zone dans la ville au sens large et dans des logiques urbaines. On peut avoir on a très peu travaillé ce qu'on trouve nous sur des parcs anglais, des parcs hollandais, ou même au Maroc. Actuellement, je suis beaucoup au Maroc. C'est des cœurs de parc, des endroits où on a des intensités, des centralités qui permettent de faire vivre des services, où on travaille, la densité est différente en fonction du lieu où on est sur la zone d'activité. Pourquoi est-ce que nous on positive cette logique d'intensité? C'est que si demain on parle de la mobilité aujourd'hui. Si vous permettez, je reviens sur cette histoire de logement dans d'éventuelles zones d'activité. Après tout, c'est un luxe extraordinaire de pouvoir habiter à proximité de son bureau, de pouvoir y aller à pied. Pourquoi ne pas la jouer comme ça? Je vous invite, moi ça fait 20 ans que je travaille sur les zones d'activité, je vous invite à venir faire un petit tour sur certaines zones d'activité, on va revoir cette notion de luxe. Le luxe, c'est plutôt quand on se dit on a le bureau dans la ville. Et donc je peux me déplacer dans un tissu urbain. C'est triste une zone, c'est très triste. D'amener le bureau, de ramener le bureau près en du centre-ville. logement et pas le contraire. La zone tertiaire qu'on a fait en extérieur de ville, c'est elle qui a tué le centre-ville. On dit c'est le commerce qui a tué le centre-ville. Non, ce qui a tué le centre-ville, c'est le fait d'avoir sorti les activités économiques classiques. Et on le fait avec les zones d'activité. Et vous venez de le pointer, ma zone d'activité est à l'extérieur de la ville. Pourquoi est-ce que je vais m'embêter à habiter dans le cœur de la ville? Je vais aller habiter à l'extérieur parce que je peux y aller en voiture. Qui faisait vivre le commerce, le principal commerce qui est un marqueur très fort en Bretagne, d'une vie de centre-ville? C'est le troquet. C'est le petit resto. Et après, on arrive à tout décliner. Qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez plus d'activité économique, il n'y a plus de troquet. Donc il n'y a plus de vie en cœur de ville. Donc il y a cette question de ramener de l'activité économique en ville. Et ça, c'est très, très compliqué. Donc ça pose cette question-là. Ça pose surtout, alors une autre façon de faire aussi pour se dire tout compte fait, on peut récupérer du foncier et faire le lien avec ce que vous me dites, mais dire sur la question de l'accès, c'est la mobilité. 20%, minimum c'est 20% du foncier sur les zones d'activité, c'est du parking. Parce qu'on a des règles strictes qui sont imposées. Tant de surface égale tant de parking. Et on n'a aucune modularité sur la façon de le mettre en œuvre.
Il y a pas parce que c'est figé. En plus, on met des arbres. Donc une fois que vous avez planté un arbre, c'est fini. Si l'activité se réduit, et on parlait de modularité, vous voulez augmenter votre surface de stockage, vous êtes coincé parce qu'il faut détruire les arbres. Il faut arracher les arbres. La façon dont on fait de la zone d'activité, alors là, on peut parler, excusez-moi, la mobilité, c'est renforcer la mobilité douce, intensifier pour rendre viable des solutions de transport public. Parce que le grand problème quand vous avez une zone qui n'est pas dense, c'est où allons-nous positionner l'arrêt de bus. Quand il faut faire 3-4 km pour atteindre votre bureau, ça ne marche pas. Donc ça, c'est le grand débat qu'il y a aujourd'hui. L'autre question qu'il y a, c'est aussi de se poser la question de la forme. Et ça, les Hollandais sont très forts, et on l'a vu sur un certain nombre de sujets qui font le lien, par exemple, avec les questions de l'infiltration. C'est comment est-ce qu'on réfléchit, on arrête de réfléchir à la parcelle et on réfléchit à l'échelle de l'îlot. Comment est-ce qu'on mutualise les équipements qui sont liés à la rétention, qui sont liés à l'infiltration, qui sont liés au stationnement, qui sont liés aux loisirs et autres. Par contre, alors, du coup, j'aurais tendance à dire, ne vivons pas nécessairement sur les zones d'activité, parce que bon, voilà. Par contre, améliorons la qualité de vie sur la zone d'activité, parce que vous allez tous être confrontés à un vrai problème quand je parle aux élus, c'est aujourd'hui la qualité de vie au travail qui devient un facteur important pour le recrutement. Donc on est dans cette logique-là. Améliorons la qualité de vie, améliorons la qualité d'usage au sens large, renforçons la valeur ajoutée des zones d'activité, laissons les chefs d'entreprise qui ont besoin d'y être. Vous imaginez celui qui habitait sur la zone à Rouen, ça il fait attention à ce qu'on dit on met de l'habitat sur des zones, oui mais on voit très bien qu'il y a zone et zone. Essayons plutôt de ramener, réduisons la surface des zones, essayons de ramener les activités qui ne présentent pas de nuisances fortes, incompatibles avec de l'habitat, dans la ville, plutôt que de continuer de sortir de l'habitat, enfin des habitants de la ville. Vous avez des exemples dans les projets sur lesquels vous avez travaillé de zones d'activité comme ça, du modèle ancien, que vous avez reconverti ou qui ont été reconvertis dans l'esprit de ce que vous décrivez ? Accompagne actuellement, on est alors au sud de l'Île-de-France par exemple, on travaille actuellement sur Paris-Saclay, sur Courtabœuf. Courtabœuf, c'est une des plus grandes zones industrielles qui existent en Île-de-France, voire au niveau français. C'est une zone qui a tendance un peu à avoir périclité, parce qu'autrefois Courtabœuf était connu parce qu'il y avait le siège Europe d'IBM et le siège Europe d'Apple. Bon, aujourd'hui, c'est plutôt un Leroy Merlin qui s'est implanté, donc on voit qu'il y a une mutation. Et qu'est-ce que réalise l'agglomération de Saclay, c'est la reconquête de cette grande zone d'activité en lançant un AMI pour créer un cœur de parc. Il y avait du foncier en cœur du parc, qui était une ancienne ferme en fait, qu'on avait préservée parce qu'on avait fait la zone d'activité autour. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de reconquérir, de mener cette opération à travers un AMI pour y créer un centre de vie, avec des services pour les usagers, des showrooms pour les chefs d'entreprise, des bureaux, parce qu'on a une problématique de bureaux, non pas pour faire sortir l'activité tertiaire, mais c'est parce qu'on a besoin d'ingénierie, on a besoin d'opérations de ce type-là. Donc il y a un travail qui se fait, qui est de se dire, on ne requalifie pas la zone dans sa globalité comme on faisait par le passé, où on faisait toute la voirie, c'est plutôt on intervient dans le cœur du parc et on recrée quelque part la place du village. On remet de la vie sur ces zones, on retravaille de l'intensité par le cœur en fait. Et dans ce cas-là, qui est-ce qui aménage ? C'est l'agglomération qui le porte avec une SEM locale. Avez-vous des questions, des objections, des points de vue, monsieur le directeur de l'EPFLO bonjour. Le micro derrière vous, il arrive, le voici. Oui, non, juste une réaction, mais plus pour lancer un débat. On se pose un peu la question, en interne aujourd'hui à l'EPF, de se dire finalement, on parle de foncière, on parle d'office foncier solidaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire du démembrement aussi sur les zones d'activité ? Est-ce que le foncier d'activité ne devrait pas rester public, ce qui permettrait une gestion sur le long terme ? Il y a l'EPF de Haute-Savoie qui vient de créer une foncière. On a l'exemple des AOT sur les ports autonomes, où en fait ils gèrent ça avec des AOT de 99 ans. La raffinerie Total au Havre est sur une AOT. Quand l'industriel s'en va, le foncier il reste industriel, il reste durablement affecté à l'activité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est pas une piste ? Je crois que c'est une vraie piste de travail. Ça fait longtemps qu'on se bagarre sur ce sujet-là. Ce qu'il faut bien voir que la notion de la vente du foncier, c'est très français. En Angleterre, c'est du parc locatif privé, avec des gros opérateurs qui sont derrière. En Hollande, vous n'êtes pas nécessairement propriétaire, pareil en Belgique, en Suisse et autres. Alors, faites attention à la solution fourre-tout qui serait valable pour tout le monde. Je pense qu'il y a des territoires où c'est plus compliqué que d'autres, mais pour des zones qui sont très attractives, bien positionnées, avec des risques, il faut se poser la question, entre autres, du système de bail, de tous les baux qu'on peut mettre en œuvre, voire d'aller un tout petit peu plus loin. Je pense qu'on peut aussi travailler sur de l'immobilier d'entreprise qui est mis et proposé en blanc.
Ça, c'est quelque chose qu'on a peu l'habitude de faire en France, qui existe beaucoup moins que dans d'autres pays, où on pourrait aussi trouver des sources de financement pour d'autres opérations. Et pour revenir sur cette question de la maîtrise du foncier, je pense que si on reprend à l'échelle de la zone, il y a des endroits où il faut être propriétaire. Les espaces vitrines, parce qu'il y a le risque du départ, mais aussi le risque de la mutation. On fait une zone d'activité pour faire venir de l'activité économique, artisanale ou productive. 3 ans après, on se retrouve avec du commerce. Il y a ce risque. Donc là, les systèmes de bois amphithéotiques, entre autres, sont des outils très intéressants, bois à construction, bois amphithéotique, pour maîtriser cet usage. En tout cas, ce qui est important, c'est de se dire il faut dépasser la question du foncier, il faut revenir à la notion, qui est la notion première, qui est de l'offre économique. Et qu'est-ce qui fait offre? Est-ce que c'est le foncier ou de la surface d'activité? Et est-ce qu'on doit être propriétaire alors même que la durée de vie moyenne d'une entreprise, c'est 5 ans, 5 à 10 ans. Il y a un gros turnover sur la question. C'est très rare. Enfin, il y a quand même des entreprises qui perdurent dans le temps, mais elles vont évoluer au niveau de la surface, elles vont évoluer au niveau de la forme. Donc oui, je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir cette réflexion, de se dire est-ce que tout compte fait, le foncier économique qui est un foncier très particulier par rapport à celui de l'habitat, ne devrait-il pas rester public ou géré par public ou privé, mais privé dans le cadre de géré par des opérateurs qui savent gérer des zones d'activité? Le démembrement, Jean-Christophe Poussin, Jean-Luc Herman, ça vous paraît acceptable par le marché? Alors je pense qu'en effet ça dépend de la zone dans laquelle on se place. Si on est en effet sur des secteurs hyper tendus du point de vue des marchés, je pense que ça a tout son sens qu'en effet la puissance publique reste propriétaire de ce foncier et puis en gère sans doute mieux l'usage que si on part tout de suite sur l'idée de le vendre à l'entreprise. Nous en Bretagne on n'en est pas encore jusque-là, donc on n'a pas conduit de réflexion de cette nature pour mettre en place une foncière comme l'a fait l'établissement public foncier local Haute-Savoie par exemple. Mais clairement, ça fait partie des pistes qui pourront peut-être être mises sur la table à l'occasion de la révision de notre document cadre qui doit être lancé très prochainement. Donc ça fait partie peut-être des sujets qui apparaîtront et qui pourront faire l'objet de débats. Jean-Luc Herman, sur cette proposition qui est formulée de démembrer, à la fois pour garder le contrôle et en même temps pour alléger le coût de l'opération pour l'entrepreneur qui s'installe. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur ce sujet. N'oublions pas que nous sommes quand même confrontés à des industriels, à des entrepreneurs qui vivent avec des marchés, donc avec des obligations de réactivité. Il faut surtout que si on travaille ensemble, le mot réactivité soit toujours cohérent avec l'entreprise qui a des contrats, qui a des objectifs de court terme. Voilà, pour moi, je pense que la collectivité a un vrai rôle à jouer sur la maîtrise des fonciers industriels. Le zéro artificialisation nette, il peut avoir pour effet, peut-être est-ce d'ailleurs l'effet souhaité, de ne plus voir, de ralentir la création de zones d'activité. Est-ce que pour autant, c'est de nature à ramener des activités en centre-ville ou pas? Est-ce que vous y croyez, vous, à la redynamisation des centres-villes par les affaires en général? Alors, là encore, pour reprendre l'exemple breton, c'est vraiment un sujet qui nous intéresse particulièrement. Donc le PF Bretagne, on s'est saisi de cet enjeu autour de la redynamisation des centralités quasiment depuis la création de l'EPF il y a une dizaine d'années maintenant. Et en fait, pour peut-être refaire le lien avec les données quantitatives que j'évoquais en début d'intervention, aujourd'hui, donc, on a 1600 zones d'activité en Bretagne, et ces 1600 zones d'activité, elles accueillent seulement 30 à 40% des emplois. Donc on voit bien qu'il y a quand même un sujet en matière d'économie qui est aussi dans les centralités, puisque les autres activités économiques sont celles qui sont aujourd'hui présentes dans les tissus urbains. Donc comment faire en sorte déjà de préserver les activités existantes en créant les conditions pour qu'elles restent sur place. Ça vaut pour le commerce, on voit bien toute la dynamique autour de la périphérisation du commerce. Le commerce, on en parlera cet après-midi d'ailleurs. Voilà, donc comment faire en sorte de laisser ces locomotives que sont les petites supérettes ou les supermarchés de centralité qui sont vraiment générateurs de flux et qui jouent un rôle au-delà de leur activité propre en créant les conditions pour le maintien d'autres activités commerciales aux abords. Donc ça, c'est vraiment un sujet hyper important. Il y a la question du tertiaire autour des secteurs type quartier
chantier de gare qui est aussi devant nous. Et puis surtout, ce qu'on voit apparaître, c'est des évolutions même dans l'organisation du travail, avec de plus en plus de réflexions autour de la constitution d'espèces de coworking, de tiers-lieux, des approches un peu innovantes qui prennent aussi en compte les nouveaux usages et qui, je pense, ont toute leur place dans les centralités. Jean-François Vallès. Alors, sur cette question-là, il y a beaucoup de réflexions qui sont menées. Je pense c'est pas simple. On a le tertiaire. Le tertiaire a toujours été un peu privilégié. On le retrouve toujours dans les écoquartiers, dans les centralités et autres. Celui qui inquiète le plus, c'est l'artisanat aujourd'hui, qui est quand même poussé de plus en plus loin, qui lui est un tissu économique très fragile, donc qui nécessite quand même une intervention de la collectivité locale pour pouvoir sortir des prix qui soient acceptables et les sécuriser dans le temps. Et puis il y a les nouvelles formes d'activité économique, en particulier productives mais plus propres, qui devraient pouvoir revenir. Mais ce qu'on voit bien, c'est que là, ça ne pourra pas se faire sans une intervention des collectivités locales, par la capacité à trouver des solutions, parce qu'on en est là, je pense que le débat il est là, on a eu beaucoup d'échanges avec des promoteurs ou des architectes, de se dire je ne sais pas faire de la mixité verticale, parce qu'on pense souvent à la mixité verticale en disant on fait de l'activité commerce, bureau, tertiaire, habitat on sait faire. Mettre dans un même bâtiment un artisan au rez-de-chaussée, du tertiaire et de l'habitat en haut pour le rendre éventuellement économiquement viable, ça on a plus de mal à le faire. Mais ça va être une nécessité en particulier pour les grandes villes. On le voit bien avec la logistique urbaine. Moi je suis basé sur Nantes, on a quelque chose qui est superbe à Nantes, ce sont les boîtes à vélo. C'est tous ces petits artisans qui se déplacent à vélo. Alors c'était rigolo au début, ça fait rire beaucoup d'artisans, sauf qu'aujourd'hui ça le vend en poupe, ils fonctionnent bien, mais le problème qu'ils ont c'est de trouver des locaux. Donc on voit bien ce débat qui revient en se disant les villes ont besoin de l'activité économique pour vivre, des activités support, même pour rayonner, parce que quand vous voulez montrer votre pépite économique et que vous êtes une grande métropole, s'il faut emmener le chef d'entreprise ou l'investisseur sur la vieille zone industrielle qui se trouve à 15 km dans un territoire en disant oui mais c'est là qu'on a notre pépite économique, ça interroge. Donc ça va poser une question qui va être comment on fait intervenir les collectivités locales, comment est-ce qu'on fait le portage foncier et immobilier, et comment est-ce qu'on réinvente des formes urbaines et architecturales qui permettent d'avoir cette vraie mixité. Alors il y a une piste, juste, et je finis là-dessus, c'est arrêtons de détruire les zones d'activité et les zones industrielles qui sont soit en ville, soit en périphérie, toutes proches, pour en faire de l'habitat et du tertiaire. Essayons la reconquête de ces zones qui sont des zones très stratégiques. On a parlé de développement durable, il y a quand même une vraie problématique, c'est la mobilité. Là, on a un tissu urbain, on est dedans, et ça a été le cas de nombreuses gares, on a détruit des espaces industriels pour faire du tertiaire. Or, ce qu'on s'aperçoit, c'est l'acceptabilité par la population. Les vieilles zones industrielles, le passé historique, il y a une acceptabilité. Donc c'est là qu'il faut retravailler aussi et arrêter de les raser pour faire des écoquartiers. Madame. Bonjour, Mathilde Sille de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. Je voulais revenir sur cette notion et cet enjeu de reconquête des zones d'activité existantes. On a évoqué le fait que les friches, la reconquête des friches industrielles, c'est un métier, on va dire, relativement connu depuis déjà une vingtaine, trentaine d'années. Les friches sont bien identifiées. Les appels à projets, les financements se mettent en place et les établissements publics fonciers ont développé des savoir-faire en matière de reconquête des friches. Et donc, si l'on veut limiter l'artificialisation des sols, l'enjeu, c'est de réintervenir dans les zones d'activité existantes. Et là, se pose la question de la disponibilité du foncier. Les statistiques qui ont été présentées tout à l'heure montrent qu'il y a relativement peu de vacances dans les zones d'activité existantes. Et donc, l'enjeu, c'est la densification de ces zones d'activité qui, aujourd'hui, présentent la densification si faible que vous avez évoquée. Et aujourd'hui, les acteurs publics manquent vraiment d'interlocuteurs dans le privé pour pouvoir réintervenir sur ces sites. Lorsque, dans le cadre d'une étude charte d'accueil des entreprises, par exemple, sur une agglomération, on s'aperçoit que l'enjeu, il est vraiment sur la reconquête des zones d'activité économique, à qui s'adresser, au-delà de la SEM, au-delà de l'établissement public local, mais qui ne peut pas forcément agir sur toutes les zones d'activité, pour trouver un interlocuteur dans le privé capable de remettre sur le marché du foncier économique bâti ou non bâti, qui présente souvent, enfin de plus en plus aussi, une obsolescence du bâtiment industriel qui s'y trouve.
on parle de l'obsolescence des bâtiments commerciaux, mais c'est vrai qu'on est aussi au devant de tout un vieillissement de pas mal de structures industrielles ou artisanales, et qu'aujourd'hui, à part l'argent public, personne ne sait remettre sur le marché, en dehors peut-être des zones hyper denses, d'hyper-métropoles, où là, la pression foncière fait qu'il y a des interlocuteurs privés intéressés. Quels interlocuteurs pour accompagner les collectivités ? Qui veut répondre à ça? Oui, ouais. Jean-Christophe Poussin et puis Jean-François Vallès. Juste partager le constat, c'est en effet assez compliqué de mobiliser au-delà des acteurs publics les acteurs privés sur ce sujet. Donc nous, on n'a pas forcément de recettes en Mais la pourquoi matière. Parce que s'ils vieillissent, comme vous le disiez tout à l'heure, ils ont intérêt à vendre. Ça vaut rien. Il y a une question de coût, en effet, de valeur plutôt. Donc on est quand même sur des espaces qui sont anciens, donc difficiles à restructurer, sans approche globale avec des investissements lourds. C'est compliqué, je pense, de parvenir à l'objectif qui est celui de recréer de la valeur dans ces zones. Donc c'est vrai que le privé aurait peut-être sa part. Maintenant, on manque d'accompagnement, de soutien sur ce genre d'initiative. Je pense qu'on manque surtout de gestion des zones d'activité existantes. Sur beaucoup de zones d'activité, quand nous on intervient, on nous dit vous allez rencontrer les chefs d'entreprise pour les connaître. Oula, ça sent pas bon. Ça veut dire qu'on ne connaît pas l'existant, on ne gère pas l'existant. Il y a des zones d'activité où ça se passe très bien, où il y a cette connaissance-là. Ils connaissent les chefs d'entreprise. Quand ils font des barbecues, quand ils font des réunions de travail, les chefs d'entreprise ils viennent, ils sont connus, il y a des échanges, il y a une culture de la confiance. Donc il y a vraiment cette logique-là de se dire comment est-ce qu'on gère la zone, comment est-ce qu'on rencontre au moins une fois par an tous les propriétaires, comment est-ce qu'on développe des services, comment est-ce qu'on fait de l'animation, comment est-ce qu'on crée une communauté. Ça fonctionne sur de nombreuses zones d'activité, mais c'est pas c'est pas malheureusement sur l'ensemble des zones d'activité qu'il y a ce lien-là, parce qu'on est toujours en train de se dire on va faire la nouvelle zone d'activité, on va s'occuper de commercialiser la nouvelle zone d'activité. Ça veut dire, pardon, si vous permettez, ça veut dire que les EPCI, Comcom ou peu importe, ne font qu'aménager, elles ne gèrent pas. Une fois que c'est livré, terminé. Ouais, alors nous, on a tendance à dire que c'est quand même un rôle de collectivité qui sont d'aménageurs commercialisateurs. Le développement économique est perçu sous la logique de se dire comment est-ce que je vais aménager une zone et en sortir une nouvelle. Alors c'est pas généralisable, mais bon, quand même, ça tend à se réduire aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a cette logique qui a été très très forte, et surtout la fait de se dire, mais est-ce que je suis légitime pour gérer la zone? Et ça veut dire de quoi gérer une zone? Vous prenez un parc par exemple qui s'appelle Milton Park, qui est à côté d'Oxford, ils viennent de sortir leur plan de prévision à 2040. Ils ont une vision du parc d'activité qui gère à 2040. La moitié du bâti va être renouvelé. Il y a cette stratégie qui est derrière. Il y a des opérateurs, il y a de l'argent qui est mis sur la table et il y a une vision à plus ou moins long terme. De l'argent, il y en a. Qui est-ce qui gère là en l'occurrence? C'est un gestionnaire privé avec des promoteurs qui sont derrière et il y a une logique de retour sur investissement. De l'argent, il y en a. Ça s'appelle la CVAE, ça s'appelle la CFE, ça s'appelle la taxe foncière bâtie, ça s'appelle la taxe d'aménagement. Sauf qu'il faut avoir une vision de gestion. Et qui a une vision de gestion se dit, tout compte fait, on va intervenir sur une parcelle qui ne nous rapporte rien, on va mettre de l'argent dessus parce qu'on sait qu'on va avoir ce retour sur investissement. Si on attend ça de la part des investisseurs privés, il y a un vrai problème. C'est qui va payer la déconstruction du bâti existant. Et là le problème. C'est ce petit delta. Si à 5 km, j'ai ma zone d'activité toute neuve, super bien aménagée, comparée à une zone où il y a des nids de poules, le candélabre ne marche plus, il y a un peu tout dessus, je vais sur la zone neuve. Donc il y a cette question. Donc la première problématique, c'est quand même comment est-ce qu'on gère les zones existantes pour recréer du lien avec les chefs d'entreprise, redonner envie de redonner de la valeur en fait à la zone, et comment est-ce qu'on a une vision stratégique du développement de nouvelles zones d'activité pour ne pas pénaliser cette régénération des zones existantes. Une dernière question, observation, objection, témoignage, le cas échéant? Non. Moi, je voudrais simplement rajouter sur ce qui vient d'être dit là pour la réhabilitation de certains sites, c'est que nous y arrivons. On y arrive avec des propriétaires privés. On arrive à réfléchir et à repositionner des bâtiments industriels soit en surface nue à reconstruire complètement pour un gros projet, soit en parcelles. Donc parcelles déjà construites, cellules adaptées à une demande exprimée que nous connaissons.
Les demandes exprimées, on les connaît, on a un petit observatoire de l'immobilier, on mène nos études de marché, on les connaît et ça fonctionne. La problématique aujourd'hui de ces reconstructions, et on a très peu parlé aujourd'hui, ce sont les sols. Parce qu'effectivement, démolir un bâtiment industriel, il y a de l'amiante, très souvent, et ça coûte de plus en plus cher et vite. Les prix montent très très vite, pardon. Mais les sols, c'est aussi un vrai sujet. Et là, on se retrouve souvent bloqué parce que forcément, c'est un bilan qu'on est en train de faire avec des industriels. Et si le bilan n'est pas bon, comme vous le disiez tout de suite, on n'y arrivera pas. Merci beaucoup Jean-Luc Herman, directeur associé d'Arthur Lloyd Oise. Merci aussi à Jean-Christophe Poussin, chargé d'études à la direction des études de l'EPF de Bretagne, et à Jean-François Vallès, le directeur associé du cabinet Synopter. Applaudissements pour eux si vous voulez.